Mesdames et messieurs, c'est le moment de faire le point sur les actualités. La haute autorité de la communication vient de mener une mission de contrôle des radios et télévisions installées en Guinée. Le rapport de cette mission a été dévoilé ce matin devant les patrons de presse publics et privés. Et puis le gouvernement guinéen est déterminé à renforcer les capacités des étudiants dans le domaine de l'enseignement technique. Le ministère de tutelle vient de procéder à l'ouverture d'une nouvelle filière au centre de perfectionnement aux techniques automobiles de Amdalaï. Pour la deuxième fois, 15 enfants de notre pays seront en Turquie pour la fête nationale de ce pays ami. Ils seront reçus par le président turc avec ceux de plus de 40 autres pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal d'information. Bientôt une industrie de production et de transformation de l'acajou en Guinée. C'est ce qui ressort de l'audience que le président Alpha Condé a accordé à un groupe d'investisseurs hollandais. Par ailleurs, ces investisseurs s'engagent à tout mettre en œuvre pour booster la production et la commercialisation de l'oignon et la pomme de terre. Mohamed Lamine Souma nous signe ce reportage. Il est question de créer ici en Guinée de véritables industries de production et de transformation de l'acajou, la pomme de terre et l'oignon, mais aussi passer de 2 à 3 récoltes de riz par an. Le président Alpha Condé, qui fait de l'agriculture la première priorité de sa gouvernance, a demandé à ses investisseurs hollandais de mettre toute leur expertise à contribution pour la modernisation de l'agriculture guinéenne. Ils ont discuté avec le chef de l'État comment transformer l'agriculture guinéenne pour que la Guinée, d'importateur net de produits agricoles, puisse devenir exportateur net. Ils viennent de la Hollande, ils ont trouvé qu'il y a des opportunités, de grandes opportunités en Guinée, et ils ont fait des études, ils ont vu comment réaliser des projets en Guinée. Ils veulent commencer la production d'oignons et de pommes de terre ici en Guinée. La Hollande exporte en Afrique de l'Ouest seulement 600 000 tonnes d'oignons en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est en Afrique de l'Ouest ils font. Pourquoi donc les conditions sont meilleures ici en Guinée qu'en Hollande? Pourquoi on ne ferait pas les mêmes cultures ici? Ils ont discuté aussi de la restructuration et de l'amélioration de l'industrie de l'anacarde. Avec les nouvelles techniques culturelles, il est possible d'augmenter la production de l'acajou à 2000 kg par hectare, soit 2 tonnes. Tout le processus de transformation doit être effectué sur place ici en Guinée. On ne va pas transporter au Vietnam ou dans un autre pays, mais tout sera fait sur place ici. Cela permettra de créer de l'emploi. Il peut commencer immédiatement le travail. Deuxième phase, il faut aussi faire une industrie complète de lait avec 25 000 vaches qui peuvent produire 125 millions de litres par an. Ils peuvent produire tous les produits laitiers, notamment le lait en poudre, le fromage et autres, tout ce qui peut provenir de lait. Avec la production du riz, actuellement la Guinée essaye de faire 2 récoltes par an avec 4 à 5 tonnes par hectare. Il est possible d'aller à 3 récoltes par an avec une production de 11 tonnes par hectare. Basés au Nigeria, où ils ont réalisé de gros investissements, ces investisseurs hollandais ont été introduits auprès du président Alpha Condé par l'ambassadeur de la Guinée au Nigeria. Ils viennent voir les possibilités d'investissement dans notre pays dans 3 secteurs principaux, à savoir l'immobilier. Ils ont l'intention de construire 40 000 logements dans notre pays sur les années à venir. Ils veulent aussi investir dans le domaine de l'agriculture, comme le chef de la délégation vient de le dire, pour améliorer notre production agricole dans différentes cultures. Il a donné l'exemple de l'oignon. On peut être exportateur d'oignons en Afrique de l'Ouest. Il a donné l'exemple de l'anacardier, qui est un projet très cher au président de la République, le professeur Alpha Condé. Nous avons rencontré aussi le directeur général de la Sogipami. Donc globalement, il s'agit de 3 secteurs principaux, l'immobilier, l'agriculture et les mines. Ces projets, s'ils sont matérialisés, permettront à coup sûr de booster le développement agricole et la création des centaines d'emplois, de quoi
fixer les jeunes sur place et lutter efficacement contre la pauvreté. À la une ce soir, la haute autorité de la communication vient de mener une action de contrôle des radios et télévisions qui émettent en Guinée. Un document de vérification a été élaboré. Son contenu a été présenté aux responsables de radio et télévision du pays. Un contrôle effectué entre le mois d'avril et mai 2017. Le point avec Yaya Silla. Dans cette salle du 25 août, des patrons de presse privés et publics. Ils répondent à l'appel de la haute autorité de la communication. Ces représentants des médias sont venus écouter le rapport de la mission de contrôle des radios et de télévision installées en Guinée. Rapport élaboré par une mission dépêchée sur le terrain par l'organe de régulation des médias pour la période du 27 avril au 3 mai 2017. On ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur du pays concernant les radios. On avait des rumeurs comme tout le monde et nous n'étions pas encore dotés d'équipements de monitoring pouvant nous renvoyer les messages ou les contenus des radios à l'intérieur du pays. C'est pourquoi nous avons eu l'appui des autorités pour aller voir sur place comment ces radios étaient équipées, comment elles étaient installées et comment elles agissaient ou organisaient leur émission. Ce rapport présenté ce matin fait état de 118 stations de radio et de télévision recensées. Parmi les radios, 24 n'ont aucun document légal. Également, le matériel utilisé est non homologué. Ce rapport de la HAC accable aussi les médias de services publics. La RTG et la radio rurale sont à leur tour confrontés entre autres aux problèmes d'énergie et de moyens logistiques. Nous, on est régulateurs, nous avons mené un contrôle, nous avons fait un constat. Nous avons trouvé qu'il y a des violations de textes de loi. Il y a des normes édictées par les textes de loi que les gens doivent respecter. Quand vous devez installer une radio, vous achetez un cahier de charge qui vous dit qu'est-ce que vous devez respecter comme condition. Nous avons fait un constat pour trouver que les gens ne respectent pas ces conditions. Nous les avons appelés aujourd'hui, on leur a fait état de tout cela. Je crois que c'est comme ils l'ont promis ici, c'est à eux de revenir vers nous pour qu'on les aide à corriger. La haute autorité de la communication est actuellement dotée d'un système de monitoring. Cela permet à l'institution de capter et de stocker les sons et images de 58 radios et télévisions. Les représentants des médias se réjouissent de cette rencontre d'échange d'informations et promettent de se mettre à jour et d'œuvrer à l'amélioration de leurs prestations. Ouverture ce matin à Conakry de la semaine du numérique, placée sous le thème « Le numérique au service de l'entrepreneuriat ». Les couleurs de cette 3e édition ont été annoncées au cours d'une conférence de presse par le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. On en sait davantage dans ce reportage de Francis Collet. Cette conférence de presse annonce l'ouverture de la semaine du numérique. À 4 jours du calendrier initial, le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique présente les enjeux de la 3e édition. Le numérique au service de l'entrepreneuriat est le thème retenu cette année. Il ambitionne le développement de solutions numériques made in Guinea. La majorité de la population ne fait que consommer les produits et services. Comment faire en sorte qu'on puisse mettre en valeur ce génie des jeunes, ce génie des entreprises, pour que ces jeunes soient des acteurs qui contribuent au développement socio-économique à travers la création de start-up, d'applications et de solutions qui répondent à des problématiques liées à la santé, de façon générale, à la santé communautaire de façon particulière, à l'agriculture, à l'agro-industrie, à l'éducation, au tourisme et à tous les autres secteurs socio-professionnels qui ont besoin de l'apport de ces TIC pour leur développement. Le lauréat de la semaine du numérique édition 2017 avait développé une application mobile qui permet de faciliter la consultation des femmes enceintes. Cette initiative lui a valu un accompagnement avec plusieurs formations en Guinée et dans la sous-région.
L'idée est simple, en fait, que c'est les femmes enceintes qui vont télécharger l'application, elles vont renseigner leur niveau de grossesse et en fonction de ça, elles vont recevoir des conseils journaliers qui vont les aider en fait dans leur bien-être. Et au-delà, l'application va permettre en fait d'accéder aux produits dans les pharmacies via l'application mobile. Même avec la stratégie mise en place pour stimuler les jeunes entrepreneurs, l'agence de promotion des investissements privés parle de faibles taux d'entrepreneurs dans le domaine du numérique. Nous constatons qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se créent, mais les chiffres sont encore bas. Donc d'où la nécessité de faire la semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique pour inciter plus de vocations et pour trouver les talents pour que ce secteur se développe véritablement dans notre pays. Et par la suite, nous allons accompagner les lauréats. Au lieu des 3 premiers, nous allons prendre les 5 premiers pour la création d'entreprises qui se fera gratuitement. Pour cette 3e édition, certains poids lourds de l'entrepreneuriat numérique sont attendus à Conakry. Ils viennent notamment de Smart Africa et de Facebook. À ce rendez-vous du numérique, le génie créateur de la jeunesse guinéenne doit exploser à la dimension des talents. Le processus de recensement biométrique des fonctionnaires se poursuit. La dernière étape concerne le secteur de l'éducation. Fonctionnaires, contractuels et pensionnaires se font enrôler depuis quelques jours. L'opération devrait permettre à l'État d'être situé sur les effectifs et la masse salariale. Bernard Tonguino nous signe ce reportage. Depuis le lancement de la dernière phase du recensement additionnel, les locaux du département de la fonction publique ne désemplissent pas. Devant les salles d'enregistrement, les files d'attente sont denses. Dans cette salle de l'inspection générale de l'administration publique, la conformité des fiches de renseignement est vérifiée par un collège d'agents. On a parmi nous 3 commissions. Il y a une commission qui s'occupe du traitement des dossiers des fonctionnaires, une équipe aussi qui s'occupe du traitement des dossiers des contractuels et une équipe aussi qui s'occupe du traitement des dossiers des pensionnés. La fin de l'opération d'identification est prévue pour le 5 mai. On s'efforce et nous sommes en train de travailler avec ces DRS pour qu'ils puissent rapidement remplir ces fiches et acheminer pour qu'on puisse vraiment être dans le délai imparti. Une fois validés, les dossiers sont acheminés dans cette autre salle où les informations des fonctionnaires sont codifiées et numérisées. Notre atelier a été dimensionné pour numériser environ 5000 dossiers par jour. Un dossier contient environ 10 pages. Et donc notre volume de travail est assez important pour pouvoir prendre l'ensemble des fiches qui nous arrivent de l'IGAP. Donc nous prions les fonctionnaires, mais surtout les pensionnés, parce qu'en fait c'est des personnes du 3e âge, leur mobilité est réduite, donc on demande à leurs parents de les aider à renseigner les fiches, nous les transmettre pour que ces fiches soient prises en compte. Après l'étape de codification et de numérisation, nous voici dans la cabine de saisie. Ici, les données sont saisies puis acheminées et centralisées dans les serveurs. Dernière étape avant l'enrôlement final du fonctionnaire. Depuis que nous sommes venus le matin, vraiment on n'a pas su faire. Ça se passe très bien ici. Là où je suis comme ça, là, je suis très content. Je suis ravi d'être fonctionnaire. Cette ultime opération d'identification biométrique des travailleurs vise l'établissement d'un fichier référentiel permettant à l'État de maîtriser l'effectif et la masse salariale des fonctionnaires de l'éducation. Lorsque les équipes vont revenir à l'intérieur du pays, nous allons exploiter les listes concernant les fonctionnaires en situation d'irrégularité et nous allons appliquer les dispositions de la loi portant statut des fonctionnaires en la matière. Pour un départ d'ailleurs, nous allons, compte tenu de la spécificité de certaines catégories concernées, par exemple les pensionnés, nous allons consigner et geler les salaires. C'est le 4 avril 2018, le recensement additionnel devrait toucher au total 86 149 fonctionnaires, pensionnés et contractuels de l'État. À date, près de 43 000 ont été enrôlés.
Toujours dans l'actualité de chez nous, le ministre d'État au transport veut renforcer la capacité de ses cadres sur la gestion axée sur les résultats. Des cadres de ce département sont en formation à Kindia pour apprendre les enjeux de la gestion et mieux affronter les défis afin d'atteindre leur mission de développement du transport en Guinée. Tcherno Ousmane Diallo, reportage. Pour être plus efficace, le ministère des Transports renforce les capacités de ses agents. À Kindia, certains d'entre eux apprennent de nouveaux éléments pour une gestion axée sur les résultats. Le but est de changer les méthodes de travail et cultiver l'esprit de résultat à tous les niveaux avec le concours du projet d'appui au secteur des transports. Une initiative gouvernementale pour redynamiser le secteur des transports tant au niveau des infrastructures que des ressources humaines avec l'appui de l'Union européenne. La logique de résultat veut plutôt que l'on mette d'abord, on assigne des objectifs, on s'assigne des objectifs, on met en œuvre, on identifie des activités et des résultats à atteindre. Ok, et c'est sur cette base-là maintenant qu'on peut donc effectivement mettre en œuvre, mobiliser les ressources pour pouvoir mettre en œuvre les objectifs et les résultats attendus, et puis évaluer l'ensemble des résultats. Donc les populations, les besoins des populations sont mis en avant. Une logique qui permet de mettre fin à l'oisiveté dans l'administration publique et rendre beaucoup plus responsables les travailleurs dans leurs tâches quotidiennes. De quoi accroître la performance des différents services et orienter le budget vers les résultats. Je suis plus que satisfaite de cette formation parce que désormais, je sais comment je dois travailler au sein de ma direction, même dans ma vie courante. Tout ce que je dois faire, je sais que ça doit être axé sur les résultats. La formation des techniciens du département des transports en gestion axée sur les résultats devrait faire tache d'huile pour rehausser la compétitivité de l'ensemble des fonctionnaires de l'administration publique. Dans l'actualité également, fermeture de l'usine de traitement de noix de cajou et de l'usine de production de gasoil dans la préfecture de Dubrika. Cette fermeture intervient après le passage des services spéciaux et l'inspection du ministère de l'Industrie. Selon eux, ces différentes unités industrielles ne répondent pas aux normes de fabrication. Reportage Alpha Isiagaba, Aboubakar Diaby. À Kagbelen, dans la préfecture de Dubrika, de nombreuses unités industrielles évoluent dans l'inégalité selon les inspecteurs de l'industrie. Dans cette cour, par exemple, une unité de traitement des noix de cajou est opérationnelle. La majeure partie des employés est composée de femmes. Selon le colonel Kebro, les conditions de travail de ces employés ne sont pas respectées. Nous sommes d'accord pour l'implantation des unités industrielles. Nous sommes d'accord pour la création de l'emploi pour les jeunes et pour les femmes. Mais nous avons constaté, avec surtout le concours et l'aide des services spéciaux à la présidence, qu'il y a de n'importe quoi. D'abord de l'installation anarchique des unités industrielles, des traitements fantaisistes de nos compatriotes et même une organisation frauduleuse pour la production de ces produits locaux. La justice doit faire son travail. Si on voit ça, cette brûlure, c'est une fille, elle peut être une cousine, une nièce, une fille, une femme, tout de quelqu'un. Ça veut dire que c'est un citoyen et une citoyenne tout court. Et vous voyez, si la justice relâche ces gens-là, s'ils sont interpellés demain, alors c'est un autre problème ça. Et vous voyez, vous revenez certainement sur le problème cunette. Moi je ne rentre pas dans ça. Je fais mon travail, nous faisons notre travail conformément à la vision du président de la République en la matière. Et vous voyez, si chacun faisait son travail, je pense que le pays ne pourrait bouger. Ces femmes travaillent tous les jours sans répit ni repos et très souvent exposées à tous les dangers. Aucune norme de protection n'est respectée dans cette unité industrielle, même si certains travailleurs portent parfois des gants. Nous travaillons ici, on n'est pas bien payé. Notre salaire, quand on commence un mois, on finit le mois là, après le deuxième mois, on nous paye. Quand on dit, on ne nous prend pas en charge, on n'a pas besoin de nous. On leur dit, ils disent que ce n'est pas leur problème. Le chef vient et qu'on expose nos problèmes, qu'ils vont nous sacher. Je peux dire les femmes ont raison. Depuis que la société a été installée, on a commencé à travailler ici. Débarquement, tout, cela fait 6 mois. On n'a pas de tenue actuellement, comme ils le disent, c'est parfait. Mais on nous a toujours dit
d'utiliser les gants là en attendant jusqu'à ce que le patron arrive. Loin de là, une unité industrielle. Ici, c'est plus d'huile et ces morceaux de bois sont transformés en gasoil à partir de ce système de canalisation. Derrière la cour, cette rive est méconnaissable à cause des eaux usées déversées tous les jours. Oui, aujourd'hui, tout le monde dans les garages, que ce soit une voiture sortie d'usine, que ce soit, en tout cas, les femmes vendent ça partout. Les femmes, ils font des mélanges. Ils extraient, ils vont dans les stations, légalement installées, ils prennent une grande quantité, et puis on mélange avec ça, on fout dans les bidons, et puis tu n'as pas le choix lorsque tu as un problème. Et le bidon coûte 110 000 francs et guinéens. Et les Chinois, ils les payent à 7 millions. Pendant ce temps, les Guinéens sont payés chacun 1 million. Est-ce que c'est d'ailleurs vrai? La coupe abusive des bois qui doivent servir de combustible pour une transformation industrielle qui est à l'échelle rudimentaire. Je vois une malversation qui dit qu'ils veulent prendre l'huile usée de tombeau de notre EDG pour traiter et détruire. Mais derrière ce traitement, nous voyons une transformation industrielle du carburant. Effectivement, ils produisent, après la combustion, ils trouvent le carburant de gasoil et vendent aux femmes. Toutes ces unités industrielles affectent négativement l'environnement et constituent un véritable danger de santé publique. Les services spéciaux de lutte contre les crimes organisés, en compagnie de l'inspecteur général du ministère de l'Industrie, comptent identifier toutes ces unités qui ne respectent pas les normes d'hygiène pour que la rigueur de loi soit appliquée sur elles. Et puis la Guinée s'apprête pour sa prochaine validation par l'initiative pour la transparence des industries extractives internationales. Pour le réussir, d'intenses travaux sont entrepris par le comité de pilotage pour la réorganisation de ces procédures de fonctionnement. Mamadou Alpha Baldé. À quelques mois de la nouvelle validation de la Guinée, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives améliore ses mécanismes de fonctionnement interne. Pour cette nouvelle validation, la Guinée sera évaluée selon les principes de la norme 2016, jugée plus exigeante. Et pour que les décisions soient véritablement prises selon les parties prenantes. Vous savez, dans le groupe multipartite, il y a la société civile, il y a l'État, il y a les sociétés minières. Il faut que vraiment les prises de décision reflètent un peu la prise en compte, mais aussi la présence de toutes les entités. Dans sa quête permanente de transparence dans les industries du sous-sol, le rapport ITIE 2016 prendra en compte de nouveaux aspects comme la propriété réelle des entreprises. Nous allons nous intéresser également à la question de la propriété réelle, c'est-à-dire la transparence autour des sociétés minières, pour voir quelles sont les sociétés qui sont cotées en bourse, celles qui ne sont pas cotées en bourse, qui sont réellement les vrais destinataires, les bénéficiaires de ces sociétés. La Guinée dispose de plusieurs milliards de tonnes de bauxite, de fer et d'autres métaux précieux. Le secteur minier occupe 16% du PIB et 85% des recettes d'exportation du pays. On en vient au deuxième titre de cette édition, ouverture d'une nouvelle filière au centre de perfectionnement technique automobile et mécanique à Amdalaï. Le gouvernement guinéen entend promouvoir l'enseignement technique. L'ouverture de cette nouvelle filière permettra de mieux répondre aux besoins en formation des étudiants dans le domaine de la maintenance des automobiles et engins des travaux publics. Un reportage Moussa Komara, Morissidibé. De 1978 à l'an 2000, le centre de perfectionnement aux techniques automobiles et mécaniques de Guinée était une référence dans la sous-région ouest-africaine. Aujourd'hui, avec l'évolution de nouvelles technologies, le CEPERTAM a du mal à atteindre ses objectifs dans le domaine de l'entretien et de maintenance des engins roulants. Pour permettre au centre de retrouver son prestige d'antan, une nouvelle filière est officiellement lancée.
Elle concerne des véhicules lourds et légers, tout comme des engins de travaux publics. La filière est introduite par le ministère de l'Enseignement technique à travers l'Office national des formations et des perfectionnements professionnels. Tout a été calculé dans ce projet pour relever ce défi, pour faire de telle sorte que l'enjeu de la maintenance, de l'entretien soit correctement adressé par ça. Et pour ça, il faut discuter avec ceux qui sont sur le terrain, il faut discuter avec les professionnels, les experts, et c'est cet ensemble de facteurs qui est inclus dans ce projet de formation et qui devrait donc aboutir à ce que vous appelez l'assurance que les enjeux de la maintenance, de l'entretien seront correctement pris en charge et seront correctement adressés à l'avenir. Il y a de la formation purement théorique et il y a de la pratique. L'élève qui sortira du CPERTAM pourra avoir son premier job assez rapidement parce que ce qu'il a fait correspond avec le besoin du marché. S'il ne veut pas travailler s'il ne veut pas un emploi salarié, il aura suffisamment de connaissances, parce que vous avez vu qu'il y a des connaissances qu'on leur donne en termes d'idées d'entreprise, de comprendre l'environnement de l'entreprise, de savoir gérer son entreprise. Il pourra, s'il le veut, monter un projet et s'installer, ouvrir son garage, ouvrir tout ce qu'il voudra pour essayer de s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Dans un premier temps, plus de 600 nouveaux étudiants seront touchés. Au-delà de la facilitation de leur insertion socio-professionnelle, ces programmes pourraient permettre au CPERTAM de relever les défis liés à l'entretien et à la maintenance des automobiles et d'autres engins roulants dans le pays. L'arrivée de ce projet suscite un grand espoir pour nous. Avant, vous voyez, tous les véhicules étaient ouverts avec des clés, des ceci, cela, mais ces derniers temps, c'est la télécommande. Il y en a qui démarrent sans clé. Le CPERTAM doit être au-dessus des autres mécaniciens du pays. Nous, notre rôle, c'est de les recenser, les recruter, connaître leurs besoins et de les former. Former à la méthodologie, former à la technique, former au métier. L'implantation de la filière en maintenance des véhicules et engins de travaux publics est un sous-projet de Bossège, projet booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. L'une des composantes de ce projet, le volet amélioration de la performance et la qualification des jeunes avant le marché du travail. Retournons à Kindia où les représentants d'ONG et coopératives ont passé en revue les lois régissant le fonctionnement des mouvements associatifs. Cette initiative du ministère de la décentralisation vise à amener les acteurs à s'approprier le contenu des lois L013 et L014 pour favoriser un meilleur épanouissement des ONG en Guinée. Le point avec Mohamed Lamine Camara. Les mouvements associatifs de la Cité des Agrumes se mobilisent pour s'imprégner du contenu des lois L013 et L014. Des textes de loi qui réglementent désormais le rôle et le fonctionnement des organisations non gouvernementales. Ces représentants d'ONG apprennent les textes de loi afin de les aider à maîtriser les principes qui régissent les mouvements associatifs en Guinée. Lorsque vous prenez aujourd'hui le préambule même de ces textes-là, vous comprendrez que ça ne repose sur aucune base juridique parce que on avait dit que c'est parti de l'article 59 de la loi fondamentale. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'au niveau de la Constitution, ce n'est pas le même article qui régit la création et l'adhésion au niveau des associations en République de Guinée. Donc déjà, c'est fondamental pour procéder à la révision des textes. Donc il y a eu un diagnostic qui a été fait aussi au niveau de la région. C'est suite à ça qu'on a fait des propositions que nous sommes en train de valider. Pendant ces discussions, des insuffisances que comportaient ces textes de loi sont quasiment corrigées par les participants. Ces acteurs se sont aussi penchés sur certains problèmes liés à la dénomination des ONG. Une façon d'amener ces cadres au respect strict de nouvelles dispositions de loi. Grâce à l'Union européenne, à travers le PASOK, en 2017, on a repris le même exercice vers les régions qui étaient là en grand nombre pour partager non seulement ces textes de loi 013 et 014, mais aussi les textes d'application de ces lois. On a aussi recueilli les avis.
Ces nouveaux textes vont davantage améliorer les façons de travail des ONG, des associations, et ça va être vraiment des balises pour permettre à toutes les personnes qui veulent entreprendre des activités dans le cadre des associations, des ONG, des coopératives, d'avoir vraiment un repère, une référence pour mieux se comporter, mieux se tenir et mieux respecter les lois du pays. Avec les représentants d'ONG et de coopératives sur la validation de ces textes de loi, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation soumettra le document final à l'Assemblée nationale pour adoption. Restons un moment à Kindia. Un document intitulé Annuaire des statistiques de l'environnement de 2016 est désormais disponible. Il vient d'être validé par l'ensemble des acteurs engagés dans la protection de l'écosystème en Guinée. Le document fait l'état des lieux de l'environnement, mais prend aussi en compte les mesures nécessaires pour freiner la dégradation de la nature. Younous Atawel Kamara. La dégradation poussée de l'environnement engendre des méfaits sur la vie socio-économique des populations. Pour freiner le phénomène, un document vient d'être élaboré par le ministère du Plan à travers l'Institut national de la statistique. C'est l'annuaire des statistiques de l'environnement. Dans ce document, les mesures nécessaires pour sauvegarder l'environnement sont définies. Ce document comporte 6 composantes. La première composante, c'est la condition physique et l'état de l'environnement. La deuxième composante, c'est les ressources environnementales. Et troisième composante, c'est le résidu. Quatrième composante, c'est les événements extrêmes et les catastrophes naturelles. La cinquième composante, c'est l'établissement humain et la santé environnementale. Et la sixième composante, c'est la gestion et la politique environnementale. La validation de l'annuaire des statistiques de l'environnement a regroupé les techniciens des départements concernés ici à Kindia. Le choix des terres cultivables et les méthodes d'utilisation des intrants agricoles sont également définis dans ce document. Nous faisons l'application des engrais de façon anarchique et c'est ce qui joue sur nos rendements. Là, avec la carte de fertilité des sols, nous connaissons le niveau de fertilité, les besoins en engrais, la nature des sols, les cultures qu'il faut mettre dans tel type de sol. Et puis ça permet même d'aider les populations guinéennes de connaître leur sol. Le document est un guide pour nous, surtout la direction régionale de l'Office guinéen du bois, parce que nous travaillons sur les statistiques et nous avons les points les cordons forestiers qui sont au poste de contrôle, qui nous donnent des produits, c'est-à-dire des rapports par rapport aux statistiques du bois. L'annuaire des statistiques de l'environnement est un outil indispensable pour l'ensemble des acteurs engagés dans la protection de l'écosystème. Il permettra de mieux protéger Dame Nature. Autre sujet d'actualité, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire est en concertation avec les élus locaux. Au centre de la rencontre, la sensibilisation des populations riveraines de la décharge de Dar es Salaam sur les dangers de cohabitation avec les ordures. Une triste réalité a fait l'objet d'un rappel, celle du glissement des ordures du mois d'août dernier et qui a enregistré une dizaine de morts. Mounir Bari, Aboubakar Diaby pour le compte-rendu. Conakry produit 1200 tonnes d'ordures par jour selon l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Pour faire de Conakry une capitale salubre, des cadres du département et les élus locaux échangent autour de la décharge de Dar es Salaam. Une décharge à proximité de laquelle une dizaine de personnes ont perdu leur vie lors d'un glissement des ordures en août 2017. Cette rencontre vise à sensibiliser les riverains sur les dangers sécuritaires auxquels ils sont exposés. Ce qui est préoccupant, c'est que compte tenu des dispositions prises par l'agence en matière de collecte et de transfert de déchets, le stock de déchets collectés ne fait que s'accroître. Durant le premier trimestre de l'année 2017, nous étions à 40 000 tonnes de déchets collectés et stockés au niveau de la décharge de la minière. Aujourd'hui, à la fin de ce premier trimestre, nous sommes aujourd'hui à 60 000 tonnes de déchets collectés et déposés là. Alors vous voyez, à ce rythme, ça va créer encore d'autres problèmes.
Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'abord de sensibiliser la population, qu'elle prenne conscience de la nécessité d'abord de sa propre sécurité, qu'elle quitte, pour qu'on puisse aménager la décharge de la minière, continuer à l'exploiter peut-être pour une durée d'1 an et demi, 2 ans, et envisager sa fermeture. D'ici là, on aura fini d'aménager la décharge de Koya qui va faire l'objet d'un financement de l'Union européenne. Nous vivons dans la fumée, 6 mois dans l'année, 6 mois dans des odeurs nauséabondes. Je vous ai dit, il y a aussi à Dar es Salaam, dans la décharge, des explosifs qui tuent nos enfants. Il y a la fumée, il y a les odeurs nauséabondes. Donc, compte tenu de tout cela, franchement, nous pouvons dire que nous sommes tous malades. Nous nous remettons à l'État pour qu'on nous aide. Soit on déplace les gens, on garde la décharge, ou on garde la décharge, on déplace les gens. Après le glissement d'ordures en août dernier, une mission s'était rendue sur les lieux pour constater et évaluer l'ampleur du drame. À l'époque, des annonces de délocalisation de la décharge avaient été annoncées et les mesures d'accompagnement émises par les autorités de tutelle. La situation est très grave au niveau de Dar es Salaam, au niveau de cette zone de déchets toxiques, de déchets plutôt. La situation est tellement grave que quand on écoute tout à l'heure le responsable de l'environnement, les études qui ont été faites, l'intoxication est très grave. Les populations vivent dans des conditions extrêmement pénibles sur le plan sanitaire. Et nous l'avons expliqué aux responsables, aux chefs de quartier, aux chefs secteurs, pour que ces personnes comprennent que le président de la République a un souci, c'est de faire en sorte que chaque Guinéen soit protégé. Et la meilleure façon aujourd'hui pour protéger les Guinéens de cette zone, c'est qu'ils quittent. Il faut que les gens quittent. D'abord, ils se sont installés irrégulièrement. C'est une zone réservée. Personne n'avait le droit d'y être. Ils y sont. Personne n'a un document. Et malheureusement, certaines personnes se sont investies à faire des constructions. Et aujourd'hui, d'abord, il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas continuer à les garder. Je me suis attelé à leur expliquer la situation qu'il y a, le souci du gouvernement, le souci du président de la République, et demander à ses responsables du quartier, à ses responsables du secteur, qui s'associent à nous pour ne pas que ce soit une affaire violentée, que ce ne soit pas une violence qui se passe pour que les gens quittent, qu'ensemble nous nous donnons la main afin que la sensibilisation soit faite pour qu'avant la période des pluies, en tout cas avant la période des grandes pluies, que cette population puisse quitter. À travers l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, l'Union européenne et la Banque islamique de développement comptent investir plus de 50 millions de dollars américains afin de professionnaliser la gestion des déchets à Conakry. Avant le décaissement du montant, déjà un site de 154 hectares est identifié dans la préfecture de Koya et des mesures sont annoncées. Il s'agit de la mise en œuvre d'une meilleure politique de collecte et de gestion des ordures dans la capitale. À propos, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique, en rapport avec le gouvernorat de la ville de Conakry, rappelle aux occupants du site de la décharge de Dar es Salaam à Ex-Minière que conformément au précédent communiqué passé depuis bientôt 1 an et suite à de multiples sensibilisations des populations concernées, que le dit site doit être libre de toute occupation à l'approche de la saison hivernale et pour éviter un autre sinistre, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, à l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique et le gouvernorat de la ville de Conakry invitent l'ensemble des occupants à libérer les lieux au plus tard le 30 avril 2018. Les opérations de dégagement et de sécurisation des lieux seront engagées le 3 avril 2018. Ils en appellent au civisme et à l'esprit de compréhension de chacun et de tous. À la page santé, le Fonds des Nations Unies pour la population et le Royaume de Belgique offrent des matériels médicaux et équipements sanitaires au ministère de la Santé, estimé à plus de 530 000 $. Ce don est destiné aux structures sanitaires des régions administratives du pays pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Adjatobari. Le programme de coopération entre le Fonds des Nations Unies pour la population et le gouvernement guinéen au beau fixe. L'institution onisienne dote à nouveau le ministère de la Santé de matériel, équipements médicaux et d'engins roulants. Le tout pour un montant d'un peu plus de 530 000 $ américains, dont près de la moitié vient de la contribution du Royaume de Belgique.
Il y a des kits qui sont composés de kits d'accouchement, donc pour aider les femmes à accoucher dans de bonnes conditions. Il y a des kits qu'on appelle des kits sages-femmes. C'est pour permettre aux sages-femmes, après l'accouchement, de faire une prise en charge rapide de la femme, mais également de l'enfant. Mais il y a également des kits de césarienne. Les femmes qui sont en complication, parce qu'en fait c'est là où également beaucoup de femmes meurent, les femmes qui sont en complication puissent être rapidement soulagées par une césarienne. C'est un appui financier, comme l'a dit le représentant, d'environ 200 000 euros pour ce lot-ci, mais sur un budget global de 3,4 millions qui inclut aussi, comme je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, notamment le recrutement et le déploiement de sages-femmes qui vont utiliser ce matériel et qui vont vraiment faire la différence sur le terrain par rapport à la santé maternelle. Ces équipements médicaux sont destinés aux régions administratives de Conakry, Kindia, Mamou, Kankan, Labé et Zérékori. Cet appui du Fonds des Nations Unies pour la population et le Royaume de Belgique au secteur sanitaire s'inscrit dans l'amélioration de la prise en charge des mères, des nouveau-nés et des enfants au sein des centres hospitaliers. Ce don vient combler tous les déficits que nous avions dans ce domaine et nous espérons pouvoir, avec tous ces équipements, réduire considérablement les décès maternels, surtout dans les zones reculées qui en avaient un grand besoin. Réduire considérablement le taux de mortalité maternelle, qui est depuis 2016 à 514 pour 100 000 naissances vivantes, est le combat du Fonds des Nations Unies pour la population et la Belgique. Ces deux partenaires du ministère de la Santé promettent d'importants investissements pour l'accompagner. Le Fonds des Nations Unies pour la population annonce 20 millions de dollars pour la période 2018-2022, tandis que la Belgique va débourser plus de 2 millions de dollars pour cette année en vue de moderniser des hôpitaux, former et recruter plus d'agents de santé. Direction Mamou, 15 entreprises vont bientôt bénéficier d'un appui en formation, matériel et équipement pour mieux promouvoir leurs activités. Il s'agit des activités agro-pastorales et prestations de services des diplômés sans emploi, créateurs de leur propre entreprise. C'est dans le cadre de la mise en place du projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Mamadou Paté-Baldé. Cette concertation interacteur pour la promotion de l'entrepreneuriat rural en faveur des jeunes et des femmes est une initiative de l'ONG Maison guinéenne de l'entreprise en partenariat avec le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. L'objectif est de procéder à la restitution des résultats des entreprises de jeunes et de femmes diplômées sans emploi, identifiées et qui vont bénéficier de l'appui du projet WAP. Il s'agit tout simplement de faire comprendre quelles sont les démarches que les entreprises jeunes et femmes dans le monde rural et dans le monde urbain, que ces entreprises doivent suivre pour pouvoir se développer, pour pouvoir réaliser leurs activités de façon durable. Après une tournée de plusieurs mois à l'intérieur du pays, l'ONG a retenu 15 projets de jeunes et de femmes qui évoluent dans le secteur agro-pastoral et de prestations de services dans les zones rurales guinéennes pour leur souci d'encourager les initiatives privées. Aujourd'hui, là où nous sommes, j'ai déjà eu 2 fermes. Le total que j'ai accumulé, il y a eu 400 têtes. J'ai 400 têtes. Pendant les travaux, chaque acteur a présenté sa vision, ses difficultés et les attentes de son projet pour le développement local. Au regard de leur ambition, l'ONG promet d'accompagner ces jeunes et femmes à promouvoir l'entrepreneuriat, services et organisations paysannes, ainsi que la plateforme d'innovation pour une meilleure intervention sur le terrain. Avant de nous quitter, nous revenons sur ce communiqué. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique, en rapport avec le gouvernorat de la ville de Conakry, rappelle aux occupants du site de la décharge de Dar es Salaam à Aix-Minière que conformément au précédent communiqué passé depuis bientôt 1 an et suite à de multiples sensibilisations des populations concernées, le dit site doit être libre de toute occupation. À
l'approche de la saison hivernale et pour éviter un autre sinistre, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique et le gouvernorat de la ville de Conakry invitent l'ensemble des occupants à libérer les lieux au plus tard le 30 avril 2018. Les opérations de dégagement et de sécurisation des lieux seront engagées le 3 mai 2018. Ils en appellent au civisme et à l'esprit de compréhension de chacun et de tous. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre aimable fidélité. Excellente suite de programme sur la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bonsoir à tous.